passe-moi le... Merci. Bonsoir à tous. On est ravis de vous voir si nombreux ce soir pour entendre parler de transition. L'exercice va être assez sportif puisque je vais devoir essayer de présenter en 40 minutes un rapport de 200 pages. Donc j'espère que certains d'entre vous auront envie de le lire ou de le feuilleter à l'issue de la présentation, mais donc ma présentation ne sera évidemment pas exhaustive. Je pense qu'on prendra peut-être quelques questions à l'issue de la présentation, mais pas trop, sinon on n'aura pas de temps pour la table ronde et l'idée c'est bien d'ouvrir un espace de débat. Alors sur le projet cartographie de la transition, je voudrais commencer par replacer un peu une définition ou une approche de ce que c'est que la transition carbone. En l'occurrence, c'est tout simplement une évolution très forte de la société et ça n'est pas simplement, donc c'est une évolution de ce qu'on connaît aujourd'hui vers ce qu'on peut imaginer demain. Donc on n'a pas de boule de cristal, on est complètement incapable d'imaginer comment sera notre avenir dans 50 ans, mais on est sur un chemin, de toute façon un chemin historique, un chemin de transition. Ça n'est donc pas simplement changer le mix énergétique, mais bien changer de modèle, et on va revenir après sur le comment et le pourquoi. Et puis deuxièmement, c'est un processus qui est déjà en marche. Donc le sujet, c'est pas comment on va s'engager dans la transition demain, c'est d'illustrer pourquoi on est déjà dans un processus de transition, quels sont les signaux faibles, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette transition carbone prenne de l'ampleur et se déploie. Et troisièmement, un projet collectif de société ou un changement de société ne se fait dès lors qu'il est désirable par l'essentiel de la population, à tout le moins. Et donc le volet de réflexion sur la transition en tant que processus d'évolution des individus et de leur fonctionnement collectif est indissociable de la transition. Donc on va assez peu parler de technologie, mais un peu plus d'humain et d'évolution de la société. Alors le déroulé de cet exposé, c'est de rappeler un peu plus en détail, sans rentrer trop dedans, le contexte et l'objectif et la méthode qui a été utilisée pour ce projet. Deuxièmement, de bien repréciser qu'est-ce qu'on entend être les enjeux de la transition et comment transformer cette transition carbone en un projet désirable, ce qui ne paraît pas évident quand on entend transition carbone, ça ne fait pas forcément envie. Et troisièmement, d'étayer un petit peu les idées phares et les angles clés qui ont été développés dans le rapport, à savoir que nous, on est parti d'une approche qui consiste à considérer qu'il faut avant tout décarboner la consommation finale des ménages pour les rendre plus résilients et pour rendre le système plus stable dans l'avenir. Deuxièmement, que la transition se fait à l'échelle des territoires et qu'elle est un facteur important de compétitivité des territoires. Troisièmement, on montrera des exemples concrets d'action de la transition ainsi que l'a exposé Clément Lecuivre. On espère avoir livré dans ce rapport une boîte à outils un peu concrète et quelque chose qui ne soit pas uniquement incantatoire. Et quatrième point, on parlera des défis du financement de la transition, puisque tout ceci nécessite forcément un certain nombre de millions et de milliards à certains endroits, et donc ça ne tombe pas tout seul. Voilà, donc on va commencer le voyage par rappeler le contexte du projet. En toile de fond, on est dans un contexte qui, il faut le rappeler, d'un point de vue économique, n'est pas strictement serein. Donc à tout le moins, c'est de la croissance plate, dans le pire des cas, c'est quelque chose d'un peu moins glorieux que ça. Et qu'on a envie d'en sortir par le haut, c'est-à-dire qu'on a envie très clairement d'arrêter le misérabilisme et de se dire qu'il y a certainement moyen de se mobiliser collectivement pour un projet qui économiquement nous fera sortir du trou. Deuxièmement, c'est la question effectivement qui était aussi posée en toile de fond, c'est quel rôle pour la puissance publique et quel rôle pour les investisseurs de long terme dans ce processus de transition. On sait très bien que la BPI a été désignée par exemple comme banque de la transition écologique. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce vocabulaire et quels sont les moyens qui peuvent être déployés? Donc le but de l'étude était d'apporter des éléments un peu précis aux décideurs, que ce soit des décideurs économiques ou des décideurs politiques, à la fois des bonnes raisons et des arguments pourquoi s'engager plus avant dans la transition, et deuxièmement des idées concrètes, une boîte à outils. Boîte à outils, donc alors sur les raisons et arguments, je voudrais rappeler que quand on est face à un auditoire tel que vous ce soir, on essaye de faire deux choses. On essaye de convaincre et on essaye de séduire. Et selon l'interlocuteur, on commence soit par séduire puis par convaincre ou l'inverse. Bon. Donc j'espère qu'en toile de fond, ici, vous aurez des éléments qui peuvent permettre dans le discours d'apporter les deux. Des arguments sérieux et des arguments qui rendent le projet désirable. Et deuxièmement, donc dans la boîte à outils, on a un visuel qui est assez simple. C'est que la transition, c'est un ensemble de clous et d'idées d'action et qu'il faut trouver les bons marteaux pour enfoncer ces bons clous. Donc on espère détailler dans la suite une approche boîte à outils. Alors, sur les angles de travail du rapport et la méthode qu'on a employée, on a passé un certain temps à redéfinir la transition. Parce que la transition, ça peut être la transition énergétique, la transition carbone, la transition écologique. C'est un mot qui a plein de sens. Donc, à part un processus d'évolution en douceur de quelque chose vers quelque chose d'autre, c'est quand même assez flou. Donc, redéfinir la transition nous a paru important. Et pour ce faire, on a pris un angle d'attaque que nous, on considère original, dit autrement assez peu lu dans d'autres rapports, qui est de partir d'un angle consommation finale des ménages,
à rebours de quelque chose qu'on entend souvent, qui est une approche territoriale, qui est de dire les émissions territoriales de la France et bâtiments transport, on s'attaque à ça, point, et on aura terminé. On pense qu'il faut éventuellement compléter cette approche territoriale par une approche autre. Deuxième point, une vision et une lecture territoriale de la transition, qui est que la dynamisation des territoires, c'est un facteur important de changement et de positiver la démarche de transition sur les territoires de France dans leur diversité. Et on a voulu aller au-delà des idées floues, donc des actions concrètes et tout un travail sur les outils concrets aussi de financement de la transition. La méthode qu'on a employée, c'est de rencontrer beaucoup de monde, donc des experts sectoriels, des experts métiers, des académiques, des experts du monde de la communication, et de faire relire notre travail abondamment. Vous trouverez ces éléments-là dans le rapport. On a réellement essayé de se faire le réceptacle et le récipient des bonnes idées des uns et des autres, pour en tirer une synthèse et qui, là encore, ne se vaut pas exhaustive, mais qui supposait donner quelques bonnes idées. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la transition. Quels enjeux? Hop. Alors, en fait, je me suis dit, soit je vous abrutis de tableaux de chiffres et de graphiques, soit je ne le fais pas. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais je vais montrer une photo. Donc, vu de près, quand on dit qu'il y a beaucoup d'énergie partout, ça, c'est le contenu d'une maison américaine en objet en plastique. Bon. Donc, à base de pétrole et ou de gaz. Donc, voilà, vu de près, il y a beaucoup d'énergie et on en utilise énormément. Et vu de loin, ça, c'est la Terre, avec les petites lumières de toutes les villes. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie. Pas forcément partout, mais enfin, il y en a quand même beaucoup. Donc, vu de près, vu de loin, on utilise beaucoup d'énergie et pas trop cher, puisqu'on en fait un usage dispendieux. Donc, sur la dépendance énergétique, on pourrait faire un exposé abondant dessus, mais je n'y reviens pas. Là, j'illustre très rapidement le mur de la contrainte physique. Donc, c'est un article publié dans Nature il y a un certain temps déjà, qui montre le point de rupture entre deux périodes, donc la période 98-2004 et la période 2005-2011. À partir de 2005, quel que soit le prix du baril, la production mondiale de brut n'évolue plus tant que ça. Donc, ça tend à montrer que la sacro-sainte loi du marché qui dit prix égale quantité ou réciproquement s'effrite et on est réellement rentré dans une zone d'inélasticité de la production de pétrole au prix. Donc ce mur de la contrainte sur l'approvisionnement pétrolier mondial, on le voit assez bien là. Bon, alors il y a des abondances de littérature là-dessus, c'est une de celles-là. Que ce qui va avec, c'est que si en volume on est limité, mais qu'il y a malgré tout une demande assez forte, ça se traduit par ça. Ça se traduit par un prix tendanciellement croissant à la hausse, signal prix que tout le monde voit au quotidien à la pompe. Bon, alors, je n'irai pas plus loin dans la dépendance au pétrole, on pourrait là encore en parler pendant 3 heures. Sur le volet climat et impact de nos activités sur le climat, ici c'est un petit graphique extrait des travaux qu'on a fait sur la création d'un indicateur qui s'appelle Écho de climat, les émissions de CO2 du français, donc en gros en 2011 à peu près 10 tonnes de CO2 équivalent par français, en hausse, et ventilé en fonction des différents postes de la consommation finale des ménages français, que ce soit sur son chauffage, sa nourriture, voilà, donc la viande, le fromage, sa mobilité, et l'accès aux services publics collectifs qui sont la santé, l'éducation et la défense. Bon. Cette approche par la consommation finale des ménages nous fait penser que certes, il y a le sujet mobilité et le sujet chauffage, donc logement, qui sont incontournables, mais il y a aussi le sujet alimentation, et il y a aussi le sujet service, et il y a aussi le sujet consommation de biens finaux. Et il y a bien entendu le sujet carbone importé, contenu dans les produits importés en France. Donc, en tout cas, toutes ces activités réalisées par le citoyen au quotidien, à travers sa consommation, ont un impact net sur le climat, et donc on émet beaucoup de gaz à effet de serre, ça a tendance à favoriser le changement climatique, et à nous mettre dans une seringue de hausse des températures. Donc là, c'est un petit tableau que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse en plus de détails dans le rapport, qui sort des travaux du GIEC, qui dit l'impact d'une hausse de température comprise entre 1 à 5 degrés sur un certain nombre de domaines, les écosystèmes, les événements extrêmes, l'approvisionnement en nourriture, le cycle de l'eau. Donc dans tous les cas, c'est pas très favorable, c'est voire même assez souvent pas favorable, et qu'on est aujourd'hui sur une tendance qui est à peu près une hausse moyenne de 4 à 5 degrés à horizon 2100, ce qui est loin d'être simplement équivalent à un pull en moins l'été. Ça a tendance à être inéluctable puisque c'est un changement embarqué. Et donc, une des seules façons de le prendre vraisemblablement, c'est de le prendre avec humour, puisque c'est en train de nous arriver, donc on n'a pas trop d'autre choix que de le prendre de manière assez décontractée, et de savoir aussi évoluer vite pour s'adapter à ces changements qui sont en train de se produire. Donc en gros, la transition, c'est s'adapter et évoluer vite, c'est à la fois décarboner la machine économique et s'adapter vite à un nouvel environnement. Et tout ça, on arrivera à le faire, pas en paniquant chacun dans son coin, mais en le faisant ensemble, c'est-à-dire que la notion d'inclusion des acteurs à leurs différents niveaux, à leurs différentes échelles, est essentielle.
Alors, sur la question de donner envie, on y reviendra après, mais une des façons de donner envie, c'est de réconcilier les grands enjeux tels qu'ils sont perçus par les uns et les autres. Pour certains d'entre nous dans la salle, les grands enjeux, c'est l'énergie et le carbone. Pour d'autres, c'est la balance commerciale, c'est les emplois et c'est les revenus des ménages et le pouvoir d'achat. Et j'ai envie de penser que ces enjeux-là, les trois du bas, sont des enjeux qui sont cruciaux à la fois pour chaque citoyen et puis pour la sphère politique, et que, évidemment, si on veut donner envie de se mobiliser collectivement, il faut réconcilier ces grands enjeux, ceux en vert et ceux en jaune, pour parler à tout le monde. Et parler à tout le monde et donner envie, c'est par exemple dire un programme de transition bien mené, ça peut, je dis bien ça peut, créer 250 000 emplois pérennes sur nos territoires, ce qui n'est pas une bagatelle par les temps qui courent. Voilà. Donc si on arrive à donner des éléments concrets, illustratifs et un peu de certitude que ça peut marcher, on peut avoir donné un peu envie. De la même façon, réduire le déficit de la balance commerciale sur le poste énergie ou améliorer notre balance commerciale en relocalisant certains maillons de production ou en exportant des produits qui décarbonent, là aussi, ça peut donner envie à certains. Donc voilà, mon message sur ce tableau, c'est que des grands enjeux, il y en a beaucoup. L'enjeu transition écologique, c'en est un. Les trois enjeux qui sont en bas, c'en est d'autres. Et donc, il faut chercher les convergences de ces différents enjeux. Alors, en dehors des convergences d'enjeux, il faut travailler sur la convergence des intérêts entre acteurs, plus spécifiquement. Les intérêts des acteurs économiques, typiquement entreprises, et la façon dont ils vont aborder les périodes économiques un peu troublées dans lesquelles nous sommes. Les intérêts de la France en tant que tels, en termes de soutien à l'emploi, amélioration de la balance commerciale, maîtriser les dépenses publiques et contenir la dette, pas le moins de l'affaire. Et, bien entendu, le dernier, qui est la capacité pour les ménages à traverser des chocs économiques dans des contextes perturbés. Dit autrement, si on ne s'intéresse qu'aux intérêts de l'un, de l'autre, ou de deux des trois et pas les trois, ça a toutes les chances de ne pas marcher. Donc, dans les travaux qu'on a faits, dans l'étude des différentes actions de transition qu'on a proposées dans le rapport, on a, dans l'essentiel des cas, cherché à préciser sous quelles conditions on pouvait se situer dans une zone de convergence d'intérêts entre acteurs. Faute de quoi, il est vraisemblable que ça ne marche pas très bien. L'appétit des Français, en dehors des intérêts purement mercantiles de chacun de nous, qui est d'avoir suffisamment de revenus pour couvrir ses dépenses, ses besoins et ses envies, il y a une question tout simplement d'appétit ou d'envie pour certaines choses. Donc on a travaillé à recenser les études existantes, puisque ce n'est pas le cœur de métier de Shift, mais les études d'opinion. Les études d'opinion sur les sujets écologie tendent à dire quand même que 80% des Français sont dans ce qu'on appelle un ventre mou d'opinion. Sur la transition. Ils n'ont rien pour, rien contre, quoi. Si on leur dit, allez, trie un peu les bouteilles, ils vont le faire. Mais au-delà de ça, dans investir financièrement son argent dans un projet de transition, changer de métier ou toute autre chose un peu plus conséquente, on n'y est pas. Donc on est dans un ventre mou réceptif, mais on n'est pas dans un ventre mou actif. Cela dit, il y a un certain nombre de signaux faibles qui sont de l'ordre de la débrouille ou de la mutation silencieuse, qu'on peut ranger dans les 4 catégories qui sont là. La capacité de chacun d'entre nous à être créatif, seul, ou bien à s'organiser entre soi pour choisir ou maîtriser ses dépenses. Choisir ses dépenses, c'est acheter des paniers bio, par exemple. Maîtriser ses dépenses, c'est s'organiser entre soi pour faire du covoiturage. Deuxième point, générer soi-même des revenus complémentaires à partir de ses biens, c'est se dire, tiens, je vais installer un panneau solaire, ou bien, tiens, je vais louer ma perceuse sur eBay le week-end et ça va me faire un revenu complémentaire. Troisième point, financer directement le changement entre citoyens, ça c'est quand même l'étape numéro 3, ça existe, certains d'entre nous mettent un petit peu d'argent, pas forcément beaucoup, mais pour financer de manière participative des projets de transition. Quatrième point, c'est j'ai pas forcément de sous, mais je veux expérimenter ensemble le changement des échelles locales, et dans la vie associative, dans la convergence locale, je m'engage dans des projets de transition. Donc tout ça sont des choses que quand on fouille bien, et on le voit pas forcément depuis les tours de verre à Paris, mais quand on fouille bien, on trouve tout ça et on le trouve en quantité croissante, certes petite, mais en quantité très fortement croissante sur les dernières années, ce qui va assez bien avec un contexte de crise, mais aussi avec une mutation systémique à plus longue échelle. Donc, pour conclure sur cette partie de la transition, donc c'est de passer de aujourd'hui à demain. Aujourd'hui, un modèle économique qui repose sur l'utilisation croissante d'énergie et de ressources naturelles généralement assez peu renouvelables ou limitées, à un modèle beaucoup plus sobre, tout en évitant de parler de sobriété, parce que sobriété, ça fait pas envie. Bon. Donc, en dehors des aspects sémantiques, donc, pour faire cette transition, il faut aussi investir massivement pour réussir à faire ce changement. Investir massivement de l'ordre de quelques centaines de milliards d'euros sur quelques années. Donc là, je suis volontairement floue, parce que tout dépend de ce qu'on met dans le périmètre, mais enfin, c'est les ordres de grandeur qui ne sont pas complètement faux. Et que ce plan d'investissement doit nécessairement être accompagné d'évolutions assez importantes dans le domaine de la gouvernance, de la fiscalité, dans le domaine de la régulation, dans les normes et dans l'accompagnement du changement des comportements des individus. Donc, on le sent bien, c'est quelque chose d'un peu massif quand même. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on va étayer un petit peu la première idée qui est creusée dans le rapport, c'est pourquoi donc
s'intéresser à décarboner la consommation finale des ménages français. Quelle est cette clé de lecture? Quel est l'intérêt de partir par ce bout-là? Donc ici, on rappelle que sur les dernières années, ici vous avez des données 2001 à 2006, je suis désolée de ne pas avoir mis les plus récentes que vous trouverez dans le rapport, vous voyez l'augmentation des dépenses contraintes par quintile de revenus. Ici, les quintiles les moins aisés et tout au bout, les quintiles les plus aisés. Les dépenses les contraintes dans le quintile du bas représentent aujourd'hui allègrement plus de 70% du revenu des ménages, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Bon. Dans les dépenses contraintes, on trouve les dépenses logement, les dépenses assurance, les impôts, les remboursements d'emprunts, et selon les définitions, on peut même rajouter le forfait téléphonique, puisque c'est une dépense préengagée, le carburant pour aller au travail, et d'autres. Et auquel cas, on atteint rapidement les 100% du revenu, voire même on est au-delà, on est dans l'endettement. Donc cette tendance de fond, elle atteint certes le quintile du bas, mais de plus en plus aussi les déciles du milieu. Et le fait que ça atteigne les déciles du milieu nous a conduit à essayer de positionner sur deux axes les dépenses des ménages et les émissions de CO2 associées. Donc je vais essayer de mettre le truc qui fait pouette là. Hop. Voilà. Donc les dépenses fondamentales des ménages, faut-il le rappeler, on a surtout besoin de commencer par manger. Hein. Donc la dépense alimentation, elle est là. Voilà, en millions d'euros. C'est pas la plus grosse, hein. On dépense beaucoup plus en biens de consommation qu'en alimentation, mais on dépense quand même pas mal en alimentation. On dépense plus en alimentation qu'en mobilité et plus qu'en consommation d'énergie des logements. Et ici, sur l'axe CO2, vous voyez que les deux postes qui remportent la palme en CO2, c'est l'alimentation et les biens de consommation. Les services, donc qu'on montrait un petit peu sur le graphique, sont en deçà. Le parti pris méthodologique du rapport qu'on vous présente ce soir, c'est d'avoir travaillé quasiment exclusivement, même s'il y a des liens sur les services et sur certains biens de consommation, quasiment exclusivement sur ces trois-là, qu'on considère être des dépenses fondamentales, qui est, il faut manger, idéalement c'est bien de ne pas avoir trop froid, et puis on a quand même besoin de se déplacer au moins dans une certaine mesure pour aller travailler dans l'organisation urbaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc on a surtout travaillé sur ces trois-là. Et on s'est dit, est-ce facile de décarboner tout ça? Donc comment je vais arriver à faire descendre les boules vers le bas? Et est-ce facile de moduler mes dépenses ici? C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que citoyen, je peux facilement réduire ma dépense d'énergie et donc à ce moment-là, il n'y a même quasiment pas de sujet? Ou est-ce que ça demande une mutation systémique et des actions un peu plus organisées? Et la réponse, c'est souvent, ça demande des actions un peu plus organisées. La tendance spontanée de celle-là, c'est d'aller vraiment vers la droite. Ces deux-là sont un peu plus flexibles, même si, bon, sur certaines d'entre elles, énergie-logement, bien entendu, ça a tendance à monter. Alors, si je reviens à ça... Ouais. Voilà, donc j'en dirai pas plus sur la consommation des ménages. Sachez que dans le rapport, il y a une étude fouillée sur les différents postes de consommation contrainte des ménages par décile et que c'est un des angles intéressants, c'est de savoir à quoi on dépense notre argent aujourd'hui en France et donc combien il nous en reste pour faire autre chose avec. Bon. Sur le deuxième angle du rapport, on a un volet territoire. Pourquoi on s'est dit qu'on voulait avoir un volet territoire dans cette lecture de la transition? C'est que les territoires, ça n'est pas le fond de la Creuse ou le plateau des Mille Vaches, c'est aussi un beau potentiel à valoriser. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un potentiel à valoriser? C'est un endroit sur lequel on peut produire des énergies, un endroit sur lequel on peut produire des ressources et un endroit sur lequel on peut créer et développer de l'emploi et des compétences. Donc, je vais prendre un exemple simple. Hein. La façon d'aborder ces territoires, c'est de regarder ce qui se passe. Oh, ici, vous avez une vache qui regarde passer le train. Hein, donc, ça peut se voir dans certains champs. Et ici, vous avez une vache allemande. Alors, que fait la vache allemande? La vache allemande, elle méthanise. Et donc, non seulement elle fait du lait, mais en plus, elle produit de l'énergie, des moyens de transport et un certain nombre de choses. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce modèle de méthanisation à la bavaroise, il a été pensé par le territoire, pour le territoire et pour l'exploitant, en apportant des revenus complémentaires aux fermiers laitiers bavarois, ce que certains de nos fermiers laitiers exploitants bovins français aimeraient avoir. Deuxièmement, donc on coproduit un certain nombre de trucs. Et troisièmement, voilà, ça apporte des solutions pas exhaustives, pas parfaites, à interfacer, à tester, à expérimenter de mobilité et aussi et surtout des revenus complémentaires. Pour ceux que ça intéresse de voir la vache dans ses actions, c'est une vidéo sur YouTube en allemand qui explique très bien ce modèle avec le fonctionnement et combien d'énergie on peut produire avec une vache. Ayant dit ça, donc sur cette idée de potentiel des territoires, le propos c'est de dire que permettre aux territoires d'expérimenter des choses nouvelles et des modèles nouveaux sans plaquer des solutions préconçues, c'est vraisemblablement indispensable à un chemin de transition. Donc la méthanisation à la bavaroise est critiquée par certains, mais au moins ils ont eu le bon goût d'essayer. Alors, deuxième point sur les territoires, j'essaye en 2 minutes voler dans le dogme un territoire dense et forcément un territoire optimal et sobre. Bon, je ne vais pas forcément faire des amis avec ça, mais je voulais illustrer ici, sur quelques régions de France, ce qu'on peut voir. Alors, je vais remettre le truc. Voilà.
En France, on produit à peu près un peu moins de 10 000 kWh par habitant et on en consomme 25 000 et plus par habitant. Bon, voilà. Donc on voit bien qu'il y a quand même un fossé assez net entre la consommation et la production. Donc il serait intéressant de savoir comment on envisage l'avenir dans un monde où on a envie de faire évoluer notre mix et en plus on se pose des questions sur l'approvisionnement pétrolier qui sert à combler une bonne partie de ce trou-là, hein, essentiellement carburant pour la mobilité. Ici, dans le Limousin, j'ai été surprise de découvrir qu'on produit plus de 10 000 kWh par habitant et qu'en Ile-de-France, évidemment, puisqu'on est très tassé en Ile-de-France, on n'en produit quasiment pas. Alors en Ile-de-France, on consomme un peu moins d'énergie par habitant parce qu'on bénéficie d'un réseau de transport en commun extrêmement maillé et efficace. Mais si on regarde l'équation qui est celle-là, donc le fossé, l'avantage densité d'une région ultra-dense versus son inconvénient, on est en droit de se poser quelques questions. Voilà. Donc ça pose notamment la question de la péréquation entre les territoires. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pousser l'autonomie énergétique, je suis en train de dire qu'il faut se poser des questions de péréquation entre les territoires et de comment on permet aux territoires peu denses, ceux-là un peu moins parce qu'ils sont assez denses, mais au moins ceux-là, de produire aussi plus d'énergie et de débloquer ce potentiel productif d'énergie sur les territoires. Donc si je reviens à mes moutons, voilà, donc ici l'Île-de-France, quelque part, c'est peut-être aussi une trop grosse ville sous perfusion, et donc dans une hypothèse de raréfaction des ressources fossiles importées, on aura certainement besoin à la fois de la ville ultra sobre et des territoires productifs. Et je pense qu'on oublie souvent la deuxième partie. Donc on a fait un travail dans l'étude pour zoomer un peu sur la deuxième partie de la proposition. Alors ici, vous avez une extrapolation de potentiel productif des différentes régions de France. Donc en l'occurrence avec quelques exemples. Donc sur le Limousin, en produisant à fond, notamment de la biomasse et du bois, on peut arriver à un potentiel de production par tête de plus de 20 000 kWh pour une consommation qui est autour de 25 000, 30 000. Donc en faisant un petit effort de modération de la consommation, on n'est pas très loin d'arriver à une situation satisfaisante. Tout ça ne dit pas à quel coût, hein, attention, mais en tout cas en termes de potentiel de production physique et de matières qui sont là, on devrait pouvoir y arriver. Pour la Bretagne, même en faisant de l'éolien à fond les ballons et en mobilisant ce qui reste de forêt en Bretagne, on n'y arrive vraiment pas, et pour l'Île-de-France, on n'y arrive absolument pas. Même en mettant du solaire partout sur toiture, hein, sans la géothermie et autres. Donc ceci pose à nouveau la question de la péréquation entre les régions. Et puis, donc ici, vous avez une courbe de synthèse de tout ça, qui est que les régions peu denses sont à gauche, et donc ont un potentiel productif par tête qui est assez favorable, et ça pose évidemment des questions de répartition, 1, de la population sur le territoire, et 2, des métiers et des compétences nécessaires pour produire ces énergies demain, et où ils seront. Donc voilà, j'espère que ceci apporte des éléments sur l'idée que dense égale super, par défaut, avec un peu plus de modulation dans une approche territoriale. Continuons donc. Sur les territoires, ce qu'on peut en dire, c'est que vraisemblablement, pour faire la transition, il va falloir se pencher sérieusement sur la question des compétences et la création d'emplois dans la production d'énergie et de ressources sur les territoires, sur bien entendu la question de la rénovation thermique, et troisième volet, sur la question agricole. L'agriculture moins intense en intrants chimiques, donc pesticides, engrais, etc., c'est aussi souvent une agriculture plus intense en main-d'œuvre, et donc si on veut manger décarboné ou si on n'a pas le choix demain, vraisemblablement on peut envisager un accroissement du nombre d'emplois dans le domaine de l'agriculture. Je ne suis pas la seule à l'avoir écrit, puisqu'il y a des travaux de la Commission européenne, donc New Jobs 2020, pour ceux que ça intéresse, qui prévoit une évolution des types d'emplois à horizon 2020, ce qui est quand même dans pas très longtemps, entre les emplois intellectuels et les emplois physiques, avec à nouveau une augmentation de la proportion d'emplois physiques. Et donc là encore, je pense qu'il serait intéressant de se poser sur ces questions de formation et de compétences. Par ailleurs, les territoires sont donc des potentiels très variés. Les solutions qui sont bonnes dans le Limousin ne sont pas bonnes en Bretagne et réciproquement. Donc une solution globale pour la France, malheureusement, ça n'existe pas. Donc il faut réfléchir à une maille plus fine. Je passe à mon point suivant. Toc, toc, ça vient. Voilà, alors, dans le corps du rapport, tout à l'heure, j'essayais de vendre l'idée qu'on avait proposé une boîte à outils concrète. Donc, je vais essayer de montrer qu'est-ce qu'on a fait d'un temps soit peu concret. On se l'est dit, travailler sur la transition, c'est travailler sur au moins tout ça, sans être exhaustif. C'est travailler sur je me nourris, je me loge, je me déplace et je produis des trucs sur les territoires. Bon, alors se poser la question qui est, c'est bien, mais comment je fais? Comment je fais? Il faut arriver à visualiser ce que ça va pouvoir être demain. Il faut donc pour visualiser faire appel à son imaginaire. Certains peuvent avoir un imaginaire nourri de technologie. Donc le bâtiment de demain, ça sera un smart bâtiment. D'autres auront un imaginaire cabane en bois dans les bois. Voilà. Donc chacun a son imaginaire du bâtiment de demain. Et donc il faut après heurter cet imaginaire à des réalités. Des réalités qui sont des problèmes d'organisation, des problèmes financiers, des problèmes techniques pour mettre en place ces différentes solutions.
Alors, on va, donc sur le au moins, ça, on n'a aucune promesse d'exhaustivité dans le travail qu'on a fait. Je préfère le dire plusieurs fois pour qu'on en soit certain. On a creusé 16 actions dans le rapport. Il est évident que faire la transition, c'est pas 16 actions, c'est peut-être 1600. Qu'on a donc choisi des actions diverses, des petites, des grosses, des actions qui peuvent concerner des très grosses boîtes, tout comme des toutes petites boîtes, des actions qui peuvent concerner la ville, comme le rural, comme le périurbain. Et puis des actions qui sont ultra technologistes versus des actions qui sont beaucoup plus dans le soft ou dans la compétence. Afin d'avoir un panel d'actions assez variées à regarder et par ailleurs d'éviter de trop penser en silo et d'essayer de penser aussi en territoire et pas que en silo ou en filière. Sur le volet « Je me nourris », vous trouverez dans le rapport des éléments sur différentes thématiques. Comment faire une transition en douceur dans le domaine de l'agriculture ? Dit autrement, passer d'un modèle d'agriculture intensive à un modèle dit d'agriculture écologiquement intensive, qui est le plus joli mot que le monde de l'agriculture ait trouvé pour essayer de faire une mutation en douceur sans choquer les esprits. Donc l'agriculture écologiquement intensive, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe l'agroforesterie, ça regroupe une optimisation des épandages d'engrais, c'est aussi la technique sans labour, c'est les légumineuses, c'est... Alors bon, voilà, donc on pourra en citer 20. On a beaucoup travaillé avec les acteurs à savoir lesquels sont les plus faciles à mettre en œuvre dans des délais raisonnables et lesquels ont un business plan ou en tout cas un modèle économique viable dans un modèle de transition pour nos exploitants tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça, c'est pour faciliter la mutation de l'agriculture en douceur. Le deuxième, c'est de dire aujourd'hui la flexibilité du foncier agricole est faible, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a réellement une question qui est de comment mobiliser le foncier à destination d'une agriculture durable. Donc là, on met le pied dans des sujets un peu complexes, mais donc on a essayé de l'aborder sous l'angle de se dire aujourd'hui il existe un truc qui s'appelle la foncière terre de liens qui est tout petit. Peut-on envisager une terre de liens x100 et si oui, dans quelles conditions ? Troisièmement, donc sur le premier, c'était une évolution en douceur. Sur le deuxième, ça concerne l'usage des sols. Et sur le troisième, c'est de se dire, dans un processus de transition et de mutation un peu forte, il va falloir quand même aussi faire des choses radicalement nouvelles et différentes. Il va falloir expérimenter. Il va falloir faire de la recherche. Il va falloir faire de la recherche appliquée. Donc dans ces nouveaux modèles agricoles, il y en a un d'entre eux qui nous a particulièrement intéressés, qui tourne autour de l'agriculture périurbaine, qui est de reconsidérer le rôle des territoires périurbains et la place que peut prendre la production agricole dans ces territoires. On voit des choses existantes dans ces domaines-là à Détroit, on voit aussi des choses en Europe d'ailleurs. Ce sont aussi des terrains de jeu intéressants pour l'agriculture de petite surface, chose également importante qui est sous ressources contraintes. Des modèles agricoles qui peuvent fonctionner en petite surface et avec un contenu intense en main-d'œuvre sont des modèles intéressants à regarder. Donc comme j'ai dit que je voulais débloquer votre imaginaire, j'essaye de mettre quelques photos. Je ne sais pas ce que vous voyez sur cette photo. À chaque fois que je pose la question, j'ai des réponses différentes. Certains voient des arbres, d'autres voient des champs, d'autres voient des gens. Au global, je pense qu'il y a les trois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de regarder des arbres dans des champs. Donc en gros, c'est une réunion du CETA, donc un centre technique agricole, pour favoriser le déploiement des pratiques d'agroforesterie. Donc, en gros, on va visiter le terrain du copain qui a planté des arbres en plein champ, c'est-à-dire un fou, quoi, un cinglé, et puis on va voir pourquoi il a fait ça et si ça marche. Donc ça s'appelle aller voir sur le terrain et faire des projets de transition sur le terrain, dans le domaine de la mutation en douceur de l'agriculture. Autre exemple, pour débloquer l'imaginaire, alors celui-là, il est un peu moins parlant, parce que c'est un peu plus schématique, donc voilà, ça fait appel à votre cerveau gauche. Ici, vous voyez donc une parcelle avec plusieurs productions, des arbres en rangée au milieu d'un champ, et donc au final aussi des haies sur les bords, et au global, une parcelle égale 6 produits, alors des légumineuses, des cultures intercalaires, du bois, et je sais pas quoi encore. Donc là, on est dans la logique de la diversification de la production agricole, et non pas vache plus poulet, mais vraiment une production intégrée qui respecte un peu la logique des sols, avec la fertilisation organique qui suffit, etc. Et surtout d'apporter des revenus complémentaires et une meilleure résilience à l'exploitant demain. Ce qui, connaissant la santé de la plupart de nos exploitants agricoles, est quand même une bonne idée. Alors, si je reviens à ça, voilà. Autre photo, donc là encore, ce projet-là, c'est un autre type de projet, c'est un projet de recherche-action qui est piloté par l'atelier d'architecture autogérée, qui a lieu à Colombes. Donc c'est un projet pied de HLM. Pardon. Ah, au secours. Au secours. Voilà, c'est un projet en pied de HLM qui est multidimensionnel parce qu'on fait à la fois du lien social, on fait du potager pédagogique, on fait du maraîchage, on fait du recyclage et du compostage, on fait des modules urbains démontables, on expérimente. Ce projet a reçu un soutien de 600 000 € de l'Union européenne. Bon, moi, ça m'a donné à réfléchir sur, effectivement, les sources de financement possibles à aller chercher pour financer des projets de recherche et d'expérimentation dans la transition.
Sujet suivant, donc après l'agriculture, le logement, donc je me loge. On ne peut pas faire l'impasse sur le sujet de la rénovation thermique. Vous verrez dans le rapport comment nous on considère qu'il faut l'aborder de manière extrêmement ciblée au risque de faire un saupoudrage qui ne sert à rien, ou quelque chose de complètement inefficace. Donc la rénovation thermique, c'est à la fois structurer les acteurs, c'est à la fois des dispositifs de financement ou de soutien, et c'est aussi le renforcement des filières amont. Production de pompes à chaleur en France, matériaux isolants, et donc dans ce domaine-là, je pense qu'il y a également des choses intéressantes à aller fouiller pour améliorer notre balance commerciale. Dans le rapport, il y a une omission par manque de temps, et pas pour autre raison, sur des expérimentations et de la recherche sur les modèles de maisons de demain. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre les deux photos dont je parlais tout à l'heure. La cabane en bois et le bâtiment du futur. Bon, j'ai aucun avis sur la question. Ce que je sais, c'est qu'il est important d'expérimenter les deux pour se faire un avis argumenté. Voilà. Sur la mobilité, on a travaillé sur la voiture du futur. Extrêmement difficile de faire un pari sur quelle sera la voiture du futur, j'en sais strictement rien, et je suppose que vous non plus. Donc on a décidé de travailler sur la voiture sobre, en l'occurrence 2 litres au 100. On aurait pu choisir de travailler sur d'autres, mais on a travaillé sur celle-là. On a travaillé sur les carburants du futur, en l'occurrence les carburants de 3e génération à base d'algues. On a travaillé sur des projets pilotes d'intermodalité, et sur le dernier, qui sont des solutions de mobilité légère en infrastructure, en tout cas légère comparativement à des modes ferrés, en l'occurrence la mise en place de services d'autocars périurbains pour la mobilité domicile-travail. Visuellement, donc sur la voiture du futur, bon, il faut rappeler que la 2 chevaux consommait pas beaucoup d'essence. Voilà. C'était pas forcément confortable, on roulait pas très vite, mais enfin en tout cas c'était une voiture relativement sobre. Ici vous avez une voiture partagée en bas là. Et puis là vous avez les fameux autocars périurbains de Madrid qui, comme vous pouvez le voir, roulent dans des voies dédiées entre les deux flux de l'autoroute. Voilà, donc dans une voie qui est au milieu et qui est réversible. Dans le sens entrant le matin et dans le sens sortant le soir. C'est quand même drôlement intelligent et ça évite de bétonner un peu plus de bitume sur les côtés et donc d'avoir des problèmes de foncier. Par ailleurs, il y a 400 000 voyageurs jour à Madrid qui font l'aller-retour pour leur boulot en autocar périurbain, chose qu'on n'a pas en France, ça donne à réfléchir. Voilà. Sur ressources, énergie et réseaux, je l'ai dit, donc il y a plusieurs sujets, c'est produire des ressources et des énergies sur les territoires. Le premier volet, c'est produire du bois. Alors le sujet bois est excessivement complexe et j'ai mis l'arbre cache la forêt. Alors c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est parce que toutes les discussions qu'on a eues avec les experts nous conduisent toujours à se poser les mêmes questions. Est-ce qu'il faut tirer la filière bois par l'amont, la forêt, ou par l'aval, la demande en bois construction, ou les deux, ou est-ce qu'il faut travailler transversalement sur un territoire en créant un écosystème bois? Est-ce qu'il faut penser gros, donc tirer une grosse demande en bois construction, ou petit, faire des haies, du talus, etc., ou les deux? Bon. Donc là, c'est un sujet assez complexe, mais quand même extrêmement intéressant, et un gisement d'emploi, peut-être à plus à moyen terme qu'à court terme, qui est important. Méthanisation, le sujet de la méthanisation porte toujours à débat entre le modèle méthanisation centralisée et le modèle méthanisation à la ferme. On fait des propositions pour essayer d'aller vers un modèle de méthanisation à la française qui marche. Troisième point, sur les déchets, on trie en France, mais on trie mal et pas assez. Par ailleurs, on n'aime pas qu'on nous dise qu'on fait les choses mal, donc une des façons de le faire, c'est de mettre des gens sur le terrain pour aller expliquer de manière sympa qu'on n'est pas en train de leur dire qu'ils font mal, mais qu'on peut faire mieux et que ça va être utile. Donc, bon, c'est ce qu'on appelle déployer des centres ambassadeurs du tri, c'est possible. Et ça peut quand même aussi réduire assez nettement la quantité de plastique qu'on exporte, voilà, ou l'incinération de tas de trucs qui pourraient être réutilisés. Et dernier point sur les énergies, on a fait une fiche sur le stockage stationnaire d'électricité, les différentes technologies et leur maturité. Sur les territoires, donc pour finir, sur les territoires, on sait tous, ou vraisemblablement dans cette salle, qu'il existe des exercices de planification territoriale qui s'appellent des SRCAE, schémas régionaux climat et énergie, que l'essentiel des régions françaises ont fait et voire validé. Ici, on a mis celui des Pays de la Loire. Je vais essayer de pointer dessus. Ici, vous avez donc la consommation d'énergie en Pays de Loire par type d'usage, chaleur, mobilité, électricité, et par vecteur énergétique. Le jaune, fuel. Ici, dans la mobilité, c'est essentiellement les carburants, et dans l'électricité spécifique, je ne sais plus ce que c'est le violet. Voilà. Bon. Ici, vous avez la consommation, et là, vous avez la production d'énergie primaire sur le territoire, donnée 2009. Comme vous pouvez le voir, ce petit bâton est nettement inférieur à la somme des 3 de gauche. Donc, bon. Donc il y a en tout cas une marge d'amélioration ou de se dire il faudrait qu'on se mette à produire un peu plus. Les objectifs 2020 du SRCAE sont ceux-là, essentiellement sur de la biomasse solide bois et sur donc la production d'électricité. Ce qui est certain, c'est que on a donc ici on sert assez peu des besoins. Donc actuellement la production d'énergie primaire sur le territoire en Loire-Atlantique sert 0% des besoins mobilité et à horizon 2020 guère plus.
Il y a quand même un trou dans l'exercice de planification territoriale qui est intéressant, qui est de dire on a pensé à des solutions pour se chauffer, ce qui est bien, mais on n'a quand même pas pensé à grand-chose pour se déplacer. Donc je pense que la prochaine édition des SRCE sera utile dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des choses, on peut faire des carburants et des vecteurs énergétiques pour la mobilité à partir de ressources locales dans un certain nombre de domaines. Alors, histoire de conclure sur une note positive, l'ensemble des 16 actions que je viens de balayer extrêmement rapidement pourraient, et avec toutes les précautions d'usage, je ne sais pas ce que c'est que ça, hop, voilà, pourraient déboucher sur la création de 250 000 emplois pérennes sur nos territoires, c'est-à-dire non délocalisables. 90 000 emplois en phase d'investissement initial, l'évitement de 10 millions de tonnes équivalent pétrole, l'évitement de 5 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui est à peu près 10% des émissions territoriales de la France, nécessiter un investissement de l'ordre de 70 ou 80 milliards d'euros, tout ça avec 16 actions. Le temps imparti, pas le temps de les détailler une par une, mais il va de soi que dans le rapport, vous trouvez une fiche par action qui, sur chaque action, dit comment on l'a fait, quel est le coût, quels sont les leviers, les freins, les évolutions réglementaires qu'il faudra envisager pour que ça puisse se faire. Vous avez aussi sur ce petit visuel la répartition des emplois par famille thématiques qui ont été décrites. Le plus gros des emplois serait dans l'évolution assez fondamentale du modèle agricole et dans la production d'énergie et de ressources sur les territoires. En phase d'investissement pour la rénovation thermique, bien entendu, une bonne partie des emplois de phase d'investissement dans la rénovation, ce sont là. En investissement, la rénovation, ça coûte cher. En CO2 évité, c'est pas mal. En emploi pérenne, ça l'est pas forcément. Donc là encore, ça peut aller à contre-pied de quelques idées reçues dans une transition à moyen terme. Hop. Alors, on va passer à la partie financement de la transition. Ayant dit que ces actions intéressantes, créant de l'emploi et décarbonant quelque chose, coûtaient la bagatelle de 77 milliards, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va les trouver. Le financement de la transition présente un certain nombre d'obstacles génériques. Se pose aussi la question de qui va y aller, qui sont les acteurs qui, par leur nature et leur motivation, vont pouvoir y aller, et quel est le plan de bataille si on veut réellement arriver à faire ça. Donc on va parler de clous et de marteaux à enfoncer, mais on va d'abord parler des obstacles au financement de la transition, qui sont fort nombreux. Le premier, et pas le moindre, rentabilité nulle à faible, voire même négative, selon le prix des énergies. Donc en l'absence de signal prix fort sur les énergies durables et prévisibles, il est difficile, en tant qu'acteur économique rationnel, de se lancer dans certains projets de transition. Après, on peut se lancer en tant qu'acteur irrationnel. Mais la rationalité économique sur la rentabilité nous fait souvent hésiter sur un certain nombre des actions décrites là. On a fait des calculs de TRI pour ceux à qui ça parle dans certaines fiches actions pour justement étayer ça, qui est de dire à partir de quand les TRI deviennent sympas selon l'évolution du prix des énergies. Deuxième point, l'intensité capitalistique d'un certain nombre de projets de transition. Si on compare l'investissement dans l'éolien et l'investissement dans une centrale à gaz, la part des dépenses variables d'exploitation, en l'occurrence des achats de combustible, est assez importante, alors que dans l'éolien, ça n'est que l'éolienne, car les dépenses d'exploitation sont faibles. Donc, en gros, si je vais essayer de le faire clair, un coût du capital assez élevé, cette part importante d'investissement en capital par rapport aux dépenses d'exploitation fait que l'investissement dans des trucs de transition va être moins évident à réaliser que dans des choses conventionnelles telles qu'une centrale à gaz. Donc voilà pour le point sur l'intensité capitalistique. Ça ne concerne pas tous les projets de transition, mais ça en concerne certains, tels que l'éolien par exemple. La préférence pour le présent, qui est bien naturelle, donc se soucier de projets de moyen long terme et se dire qu'on va investir dedans n'est pas absolument évident. Des risques, parfois forts ou difficiles à évaluer. Un exemple typiquement cité, c'est le risque dans les projets de méthanisation et la sécurisation des contrats d'approvisionnement pour le méthaniseur. Bon, on a beau en parler, on se dit qu'il y a toujours un niveau de risque assez élevé, soit parce que les entrants agricoles cette année-là sont pas bons, soit parce que j'ai pas contractualisé, soit pour toute autre raison, soit parce que j'ai un risque que mon site soit hors exploitation pendant 3 mois de l'année, auquel cas il est à moitié foutu et la valeur résiduelle est nulle. Bon, donc il y a quand même des risques qui sont peu ou pas connus, ou en tout cas pas suffisamment connus des investisseurs, qui font qu'ils ont une frilosité à aller vers certains de ces projets. Ensuite, et c'est pas le moindre, il y a aujourd'hui dans certains domaines une distance très forte entre les ressources financières et les emplois qui est fait de cet argent, une absence de visibilité assez répandue et par conséquent, et également souvent une absence de fléchage qui est je mets l'argent dans un truc mais je ne sais pas sur quoi il va réellement. La faible liquidité des placements de transition est également un point. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des parts dans la SCA Terre de Liens. Bon, c'est un placement donc destiné à de l'agriculture durable, mais c'est quand même extrêmement peu liquide. Ça n'a strictement rien à voir avec son compte en banque. Donc la faible liquidité est de nature à décourager un certain nombre d'investisseurs, qu'ils soient des individus ou des organisations.
Et enfin, pour financer la transition, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se faire sur les territoires et souvent dans le diffus, dans le petit et dans l'expérimental. Il faut donc des outils spécifiques pour financer le diffus, le petit et l'expérimental. Donc vous trouverez dans le rapport une tentative de cartographie où on réconcilie les idées d'action avec les idées d'outils de financement pour essayer de trouver lesquels auraient leur pertinence. Alors sur la question de qui pourrait avoir envie de financer la transition. Ici, ce graphique a été fait pas que par moi, donc je ne vais pas en garder la propriété intellectuelle, mais je voulais quand même le présenter parce qu'on est dans un univers où on raisonne souvent en TRI, donc voilà, de projets, donc en rentabilité des projets. On peut être dans des domaines où on attend des TRI très élevés, qui sont plutôt dans les domaines du funding, ou on peut être dans des domaines où on attend des TRI proches de zéro, voire même nuls, quoi. Enfin, voilà, où j'ai pas mis de zéro sur l'axe volontairement, où on est dans ces cas-là dans le domaine du don, du mécénat, du bénévolat, voilà. Bon. Aujourd'hui, il y a des ressources financières qui peuvent être allées à chercher ici, tout comme ici, mais dans des rendements assez faibles, pour financer un certain nombre de projets de la transition. Dans les actions qu'on a déployées dans le rapport, il y en a extrêmement peu qui peuvent se retrouver facilement dans cette case-là. Donc il est vraisemblable que les acteurs du financement de la transition sont plutôt dans la finance locale, dans la banque coopérative, dans l'investissement de long terme, dans la philanthropie et dans le citoyen éclairé, que complètement à droite. Voilà. Bon, c'est peut-être une banalité, mais je préférais le reposer. Avant de passer à la suite, la suite, c'est le plan de bataille du financement de la transition. On a dit 77 milliards d'euros. Il faut aller les chercher quelque part. Donc la question, c'est cette ressource, elle est où? C'est laquelle? Combien il m'en faut? Comment? Et comment est-ce que je la flèche vers des projets, voilà, ou des actions de transition? Donc ce fléchage de la ressource, il est crucial. Aujourd'hui, quand on met son argent sur livret A, globalement, on ne sait pas où ça va. Voilà, on a assez peu de supports de cette nature-là qui soient réellement fléchés. Deuxième point sur l'attractivité pour l'investisseur. Un investisseur à peu près rationnel attend un couple rentabilité-risque satisfaisant. Donc il faut quand même s'assurer que les projets de transition peuvent répondre quand même pas trop loin aux attentes de rentabilité et de risque des investisseurs. Ça suppose de simplifier, de faire connaître un certain nombre de choses. Ça peut supposer d'accorder un certain nombre de trucs qui favorisent la rentabilité d'un certain nombre de projets. J'y reviendrai après. Et puis du côté des porteurs de projets, on peut avoir un super projet, mais si on ne sait pas où aller chercher l'argent ou si c'est extrêmement compliqué, on ne va pas le faire. Donc avoir les bonnes structures pour dynamiser et répliquer ces projets-là et permettre le financement du diffus, c'est aussi absolument capital. Et enfin, je pense pas qu'il est de main invisible, mais je pense que le projet dont on parle là, qui est un projet d'intérêt collectif, nécessite une forme de gouvernance ou une forme de monitoring, de savoir finalement où on en est, combien d'argent on a mis sur quoi, est-ce que ça a marché ou pas. Tout simplement une lecture ex-post de ce qu'on a fait, de dire est-ce qu'on n'a pas complètement dépensé de l'argent à perte. Alors sur les familles de marteaux, c'est-à-dire d'outils dans le domaine financier qui sont nécessaires à la transition, on les a classés en 3 types: mobiliser et flécher de la ressource. Ça peut être diriger l'épargne des ménages, ça peut être mobiliser habilement et utilement les fonds publics si possible, pas sur n'importe quoi et n'importe où. Et troisièmement, adresser la question de la monnaie, qui là est non consensuelle, mais on s'est autorisé à en parler dans le rapport, que ce soit à travers la création monétaire ou l'utilisation de monnaie complémentaire. Deuxième point, c'est augmenter l'attractivité des investissements en travaillant sur la rentabilité et sur la gestion des risques. La gestion des risques, ça peut être via des fonds de garantie, parmi d'autres outils, qui sont explicités dans le rapport. Et la troisième étape, faciliter l'accès au financement et organiser les acteurs, je vais y venir. Donc, nos fameux marteaux d'outils de financement pour la transition, comme ils sont extrêmement nombreux, on en a une vingtaine, je les ai tous livrés ici en globi-boulga sur cette planche pour que vous les voyez au moins une fois et que ceux que ça intéresse puissent aller lire dans le détail ce que c'est. Donc ça peut être des mécanismes sur le revenu de l'épargne, ça peut être des livrets fléchés, ou en tout cas on flèche une partie des montants collectés sur livret, ça peut être de faciliter la finance participative, ça peut être de faciliter l'investissement citoyen. Aujourd'hui, pour même des structures telles que Terre de Liens, pour faire appel public à l'épargne, il faut faire de la paperasse, il faut faire des prospectus AMF, c'est bien, c'est utile, mais parfois c'est lourd. Donc pour faciliter ce type d'investissement citoyen, on peut avoir des processus plus light, tels que ce qui existe en Allemagne, quand on se décide à faire à collecter de l'épargne pour monter des coopératives d'énergie renouvelable. Après, il y a la question de l'ISR, bien entendu. Il y a la question de faire un appel public à l'épargne à des niveaux régionaux via des emprunts obligataires. Il y a la question des monnaies complémentaires. Il y a comment on se refinance. Il y a valoriser les externalités positives. Il y a travailler sur les incitations publiques de manière fine et ciblée en termes de subventions et crédits d'impôt et de tarifs de rachat. Il est effarant de voir la complexité des incitations publiques dans le domaine de l'efficacité énergétique. En France, et pire encore en comparant la France et les autres pays. Quand on rentre là-dedans, on se rend rapidement compte qu'il y a au moins 200 dispositifs en cours et que c'est tout simplement incompréhensible.
Sur la suite, sur la question des risques, donc des fonds de garantie, donc des investissements, des outils de garantie sur disponibilité physique, des mécanismes de garantie de la liquidité pour un certain nombre de placements qui aujourd'hui ne sont pas liquides, sont 3 dispositifs qui peuvent être intéressants. Ensuite, pour décliner la transition sur les territoires, on peut avoir besoin de fonds d'investissement thématiques ou de fonds d'investissement locaux. Pour la simple raison qu'un fonds d'investissement multicompétences, au final, finalement, il n'a pas la compétence fine pour justement décider sur projet. Donc de monter en compétence pour avoir des fonds thématiques, c'est un point aussi qui peut être fortement utile pour faciliter le financement de la transition. Prêts bonifiés, lignes de crédit thématiques, projets pilotes et démonstrateurs, financement de l'innovation, microcrédit professionnel, tiers financement, super ESCO, CPE, j'en passe. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse réellement, il y a une 30aine de pages ou une 50aine de pages dans le rapport sur ce sujet-là, plus un mapping de ces outils avec les actions qu'on a vues. Et je pense que c'est là le point intéressant, c'est de se poser la question de quel est le bon marteau pour enfoncer le bon clou. Alors les project bonds, je passe parce que là ça va faire très mal à la tête. Et alors en dehors des outils de marteau financiers, il y a bien entendu des outils de marteau organisationnels. C'est pas parce qu'on a la Rolls-Royce du financement que ça va marcher. On a réellement des questions à se poser sur les formes juridiques qui peuvent être les plus utiles pour financer la transition. Je n'en livre qu'une, et je ne suis pas en train de dire que c'est la seule qui soit géniale. Je livre juste un exemple, je préfère le dire, qui est celle des SCIC, donc les SCI collectifs qui permettent de mobiliser différents acteurs au sein d'une chaîne de valeur sur un territoire. Plusieurs exemples. Enercop, fournisseur d'électricité renouvelable, est une SCIC. Bois Bocage Énergie qui permet d'organiser à petite échelle la filière bois en Basse-Normandie est une SCIC. Autotrement, service d'autopartage à Strasbourg et membre du réseau autopartage est une SCIC parmi d'autres SCIC d'autopartage. Self Biocentre qui organise une filière pour approvisionner la restauration collective en alimentation bio dans la région centre est une SCIC. Les SCIC ont explosé en nombre sur les dernières années. Je pense que ce n'est pas un hasard, que c'est une forme juridique parmi d'autres, utile et intéressante pour stimuler la transition. Donc effectivement, c'est ça, c'est une entreprise à dimension sociale qui agit sur un territoire en multisociétariat. Les SCIC peuvent être petites ou grosses et elles peuvent avoir à bord des collectivités, même si ce n'est pas toujours évident. L'intérêt, c'est réellement de réunir différents acteurs, une fois de plus, en vision chaîne de valeur et sur un territoire et d'avoir un travail qui soit un petit peu moins en silo. D'autres marteaux organisationnels que les SCIC existent. Il y a un modèle intéressant, pas forcément transposable tel que, mais intéressant, qui est celui des coopératives allemandes pour la production et la distribution d'énergie renouvelable. Un des plus connus, c'est EVS Schönau qui sert 180 000 clients en énergie renouvelable. Ces coopératives ont la propriété d'être relativement simples à monter et d'être soutenues par des banques de réseau et de détail telles que la Raiffeisen. Voilà, donc je pense qu'il y a réellement des idées de modèles organisationnels à aller piocher dans d'autres pays ou simplement à les déterrer dans les coins en France et à desquels il faut voilà, faire de la promotion. Nos recommandations pour conclure donc ce rapport, je vous recommande, si cela vous intéresse, donc de lire, ce qui n'est pas trop fatigant, le résumé de 3 pages. Vous avez au milieu de ce résumé de 3 pages une fiche dans laquelle vous avez la liste des 16 actions avec tout le chiffrage des impacts d'un côté pile, et côté face, la correspondance des actions avec les outils de financement que je viens de lister avec des petites croix. Voilà. Donc ceci est la version la plus synthétique qui soit du travail qu'on a fait avec un certain nombre de recommandations pour l'action de la puissance publique et pour le financement. Et par ailleurs, pour les très courageux, vous avez ce rapport de 200 pages qui sera disponible dès demain en téléchargement sur le site web de The Shift Project. On a essayé de faire autant que se peut une lecture fléchée, c'est-à-dire que pour ceux qui ne veulent lire que la partie sur les enjeux, c'est autoportant. Pour ceux qui ne veulent lire qu'une fiche action sur la méthanisation agricole, c'est aussi faisable et relativement indépendant du reste. Donc voilà, je n'ai pas la possibilité de tout détailler. Donc nos recommandations sont celles qui sont dans le résumé exécutif que vous avez pu prendre à l'entrée ou que vous aurez en sortant. Et on en a d'autres dans le rapport qui concernent l'action publique et l'orientation de l'action publique pour aider à la transition, la communication positive autour d'un projet de transition. Le temps me manque pour parler de ça, mais réellement le sujet c'est de rendre ce sujet-là désirable. Non, et pas uniquement en termes de sémantique, c'est réellement de comprendre ce qui peut motiver les acteurs dans leur diversité et d'en faire quelque chose réellement de positif et un projet collectif et de stimuler le faire ensemble. Et enfin, sur chacune des fiches actions thématiques, il y a des recommandations spécifiques d'évolution réglementaire ou fiscale qui pourraient faciliter ces actions. Pour conclure, transitionner, ça me paraît être, et j'espère que vous partagez cette conclusion, un grand et un beau chantier pour tous avec beaucoup de clous et beaucoup de marteaux, que c'est multi-échelle et que c'est multi-acteurs. Donc c'est ça la complexité du sujet, c'est qu'il y a des projets qui peuvent être faits, pilotés nationalement, d'autres qui sont ultra-territoriaux.
et qu'un des moyens d'y arriver, c'est d'expérimenter, de tester un certain nombre de choses nouvelles pour permettre cette mutation. Si on est assis dans nos bottes et complètement bloqué, on ne risque pas d'y arriver. C'est d'associer les acteurs et d'avoir envie de faire ensemble, c'est d'innover, débloquer et autoriser un certain nombre de choses, et déployer et changer de braquet. C'est effectivement pas en faisant un tout petit truc dans un coin sans se poser la question de comment on le duplique que ça va marcher, et se retrousser les manches. Voilà. Je vous remercie.